Ceci est la deuxième capsule d'information portant sur les réactions transfusionnelles. La capsule numéro 2 porte sur les réactions transfusionnelles aiguës et la capsule numéro 3 portera sur les réactions transfusionnelles retardées. De façon générale, les réactions transfusionnelles aiguës sont plus graves que les réactions retardées, mais il existe quelques exceptions. Les réactions transfusionnelles aiguës peuvent être d'origine immune et non immune. On va tout d'abord commencer par les réactions d'origine immune. Il y en a 3. Les réactions transfusionnelles hémolytiques aiguës, le syndrome respiratoire aigu post-transfusionnel, aussi appelé TRALI de l'anglais Transfusion Related Acute Lung Injury, ainsi que les réactions allergiques. La réaction transfusionnelle hémolytique aiguë, c'est vraiment la réaction transfusionnelle classique, c'est-à-dire la destruction des globules rouges du donneur due à la présence d'un anticorps chez le receveur. Il va y avoir hémolyse intravasculaire et extravasculaire immédiate. Je vous rappelle que l'hémolyse intravasculaire implique nécessairement l'activation de la cascade du complément. Donc, on parle dans le cas des réactions transfusionnelles hémolytiques aiguës d'anticorps qui peuvent fixer le complément. Et l'hémolyse extravasculaire se fait à l'extérieur des vaisseaux sanguins, au niveau de la rate, par le système réticulo-endothélial qui va entreprendre les globules rouges sensibilisés par des immunoglobulines et par des molécules du complément qui n'ont pas pu s'activer jusqu'à la fin de la cascade. Les causes sont dans 90% des cas des incompatibilités ABO causées par des erreurs d'identification, des erreurs techniques, des erreurs de transcription. Il peut aussi y avoir un anticorps irrégulier présent dans le plasma du receveur, qui n'a pas été détecté par la recherche d'anticorps étant donné que son titre était trop faible. Au niveau des symptômes, vous allez voir qu'il y a plusieurs symptômes qui se recoupent souvent dans les réactions transfusionnelles. Fièvre et frissons, c'est quelque chose de fréquent dans la majorité des réactions transfusionnelles, mais il y a quand même des symptômes caractéristiques pour chaque réaction et c'est important de les connaître parce que les symptômes vont déterminer directement le type d'analyse à faire dans le cas de l'investigation d'une réaction transfusionnelle. Alors, dans le cas de la réaction hémolytique aiguë, les symptômes caractéristiques sont les douleurs lombaires et thoraciques, ainsi que la coagulation intravasculaire disséminée dans les cas très graves. Les signes cliniques, tout d'abord, il va y avoir absence de l'augmentation de l'hémoglobine. Lorsqu'on effectue la transfusion d'un culot globulaire, on s'attend que l'hémoglobine augmente d'environ 10 grammes par litre, et si l'hémoglobine n'augmente pas, on peut supposer que les globules rouges du donneur ont été détruits. L'autre élément qui est important à noter, c'est que le coulis direct peut être négatif dans ce type de réaction, étant donné que le complément est impliqué et que l'hémolyse se fait de façon immédiate, de façon intravasculaire. Il se peut qu'on ne réussisse pas à détecter des globules rouges sensibilisés au coulis direct. Il va aussi y avoir augmentation de la bilirubine, de la LDH, présence d'hémoglobine ou de sang dans les urines, etc. Toutes des signes d'hémolyse intravasculaire. La prévention se fait tout simplement en respectant les normes de sécurité transfusionnelle et en respectant les protocoles de laboratoire pour les analyses pré-transfusionnelles. Le TRALI maintenant, il s'agit d'une réaction rare mais très grave. C'est une détresse respiratoire aiguë qui apparaît suite à la transfusion d'un produit sanguin contenant du plasma. Ce qui arrive, c'est qu'il y a des anticorps anti-HLA chez le donneur qui réagissent avec des antigènes du receveur et qui activent le système du complément et la formation d'agrégats leucocytaires. La libération d'anaphylatoxine par le système du complément, c'est-à-dire le C3A et le C5A, va augmenter la perméabilité de la microcirculation pulmonaire chez certaines personnes et ça peut entraîner l'accumulation de liquide dans les espaces alvéolaires. Les principaux symptômes sont la détresse respiratoire et l'édème pulmonaire. Pour ce qui est de la prévention, malheureusement, il est très difficile de savoir d'avance si une personne va présenter une hypersensibilité au niveau pulmonaire aux anaphylatoxines du complément. Donc, si la personne n'a pas d'historique transfusionnel, il est très difficile de prévenir la réaction.
Ce qu'Héma-Québec fait comme effort, c'est de prioriser les donneurs masculins et les femmes sans histoire obstétricale pour le don de produits contenant beaucoup de plasma, c'est-à-dire les thrombocytaphérèses et les plasmapérèses. De cette façon-là, les donneurs n'ont jamais été sensibilisés par des antigènes HLA et ne devraient pas avoir en principe d'anticorps anti-HLA dans leur plasma. Les réactions allergiques sont généralement des réactions bénignes. Il y a les réactions fébriles et la réaction d'urticaire. La réaction fébrile se traduit par une augmentation de la température corporelle et des frissons, et l'urticaire se traduit par des éruptions cutanées puis des démangeaisons. Pour ce qui est des réactions fébriles, c'est causé par des anticorps antileucocytaires du receveur qui réagissent avec les globules blancs présents dans les produits sanguins, ou bien par la présence de cytokines pyrogènes libérées par les globules blancs présents dans les produits sanguins. Donc, dans les deux cas, ça implique des globules blancs du donneur dans les produits sanguins. Et maintenant, depuis qu'Héma-Québec procède à la déleucocytation partielle de tous les produits sanguins labiles par filtration, ce type de réaction-là est beaucoup moins fréquent qu'avant. Pour ce qui est de l'urticaire, il s'agit d'allergènes solubles dans le plasma du donneur qui vont réagir avec les IgE du receveur. Il s'agit d'une réaction allergique vraiment pas très grave. Donc, dans les deux cas, pour ce qui est de la prévention, il n'y en a pas vraiment, étant donné que c'est des réactions qui n'ont pas de conséquences graves. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement diminuer le niveau d'inconfort des patients en leur administrant des médicaments antipyrétiques ou antihistaminiques selon la situation. Il est important, par contre, de noter que l'administration d'un antipyrétique peut seulement se faire si la contamination bactérienne du produit sanguin a été écartée, étant donné que la contamination bactérienne d'un produit va aussi causer une fièvre et des frissons chez le receveur de sang. C'est important d'écarter cette possibilité-là, qui est une réaction beaucoup plus grave, avant d'administrer un antipyrétique. Il y a un type de réaction allergique qui est très grave, c'est le choc anaphylactique. On va observer ce type de réaction chez les receveurs déficients en IgA sérique. On parle d'une incidence dans la population d'environ 1 personne sur 700. Ces individus vont produire des IgG anti-IgA qui réagissent avec les IgA présents dans le plasma des donneurs normaux. Les principaux symptômes, c'est un choc anaphylactique très grave qui se caractérise par une absence de fièvre. C'est une des seules réactions transfusionnelles où il va y avoir absence de fièvre. La façon de prévenir ce type de réaction, ce n'est pas évident étant donné que les personnes déficientes en IgA ne sont pas toujours connues d'avance. Si la personne n'est pas connue, c'est très difficile d'éviter la réaction. Si la personne est connue, on peut transfuser des culées globulaires lavées pour éliminer toutes les protéines plasmatiques. On peut transfuser du plasma provenant d'un donneur déficient en IgA et on peut aussi transfuser des produits sanguins autologues dans le cas de chirurgie prévue. Donc, c'est tout pour les réactions aiguës d'origine immune. On arrive maintenant dans les réactions d'origine non immune. Il y en a 4, la contamination bactérienne, l'hémolyse non immune, la surcharge circulatoire et les réactions métaboliques de toutes sortes. La contamination bactérienne, c'est une réaction qui est très grave, qui se traduit par un choc endotoxique brutal et potentiellement mortel chez le receveur de sang. C'est causé par la présence de bactéries ou de pyrogènes d'origine bactérienne dans les produits sanguins. Les symptômes sont la fièvre, les frissons et des tremblements sévères, et ça peut même aller vers un état de choc dans les cas très graves. La prévention commence dès la première étape du processus de transfusion, c'est-à-dire le prélèvement du don de sang. C'est important de s'assurer que les bactéries de la peau du donneur de sang ne se retrouvent pas à l'intérieur des unités de produits sanguins. Le respect des conditions de conservation de chacun des produits. Des manipulations stériles lors du poulage de produits comme les plaquettes et les cryoprécipités. Et l'inspection visuelle des produits avant la transfusion.
La gravité de la réaction va dépendre de la charge bactérienne dans le produit et aussi du type de bactéries présent, si elle produit des endotoxines, des exotoxines, etc. Et les produits sanguins qui sont le plus souvent impliqués dans ce type de réaction sont les produits conservés à la température pièce, c'est-à-dire les plaquettes et les concentrés de granulocytes. C'est moins fréquent quand les produits sont congelés ou conservés à 4 degrés Celsius parce que ça diminue considérablement la prolifération bactérienne. L'hémolyse non immune, maintenant, il s'agit de l'hémolyse des globules rouges du donneur au moment de la transfusion. La cause est généralement la transfusion de globules rouges altérés par des interventions externes, par exemple une unité de globules rouges trop froid ou trop chaud, un cathéter de petit calibre sous haute pression lorsqu'on effectue une transfusion d'urgence, par exemple, l'administration d'un soluté hypotonique, etc. Les principaux symptômes sont fièvre et nausée, mais surtout douleur au site de l'injection. Lorsqu'il y a douleur au site d'injection, c'est important de garder en tête que ça pourrait être une hémolyse non immune. Les signes cliniques vont être semblables à ceux de l'hémolyse intravasculaire aiguë, c'est-à-dire absence de l'augmentation d'hémoglobine et aussi présence d'hémoglobine dans l'urine, augmentation de la bilirubine, de la LDH, etc. La seule façon de prévenir ce type de réaction-là est de vraiment très bien respecter les protocoles de pratique transfusionnelle. La surcharge circulatoire, maintenant, il s'agit d'un excès de volume sanguin causé par un volume excessif de sang chez un patient à risque. Par exemple, une personne âgée, un nouveau-né, une personne polytransfusée, une personne qui a des troubles cardiaques ou des troubles rénaux aussi, etc. Les principaux symptômes sont l'hypertension, ça c'est un des symptômes importants. L'insuffisance cardiaque aussi peut s'en suivre, la détresse respiratoire. La prévention, c'est de diminuer le débit de transfusion et aussi d'utiliser des diurétiques pour essayer d'éliminer l'excès de volume plasmatique dans le corps. Il existe des réactions métaboliques de toutes sortes. Vous en avez un tableau, les résumés ici. Ça survient dans des cas de transfusion massive. Alors, vous avez l'hypothermie qui va arriver lorsqu'on transfuse des produits sanguins qui sont trop froids, donc une diminution dangereuse de la température corporelle. L'hyperkaliémie, c'est la diffusion du potassium contenu dans les culoglobulaires qui sont conservés à 4 degrés Celsius. Ça peut entraîner une surcharge potassique qui va être surtout dangereuse pour les patients qui ont une insuffisance rénale. La façon de prévenir cette situation est de transfuser des culoglobulaires frais, étant donné qu'il va y avoir moins de potassium extracellulaire dans le culoglobulaire, ou bien des culoglobulaires lavés pour éliminer le potassium excédentaire. Pour les gens qui sont à risque, par exemple les bébés, les patients qui ont une insuffisance rénale, etc. Toxicité au citrate et au DEHP, le DEHP qui est un produit utilisé pour fabriquer le plastique des poches de sang. Les patients qui ont une insuffisance hépatique vont avoir de la difficulté à métaboliser le citrate qui est présent dans le produit de conservation et le DEHP. Ça peut entraîner une hypocalcémie parce que le citrate va se lier avec les ions de calcium 2+ dans le sang. Et la façon de prévenir, c'est de transfuser des culoglobulaires lavés lorsqu'on sait que le patient est à risque pour ce type de réaction et aussi des médicaments calciques. Déficience en plaquettes et en protéines plasmatiques, ça arrive lorsqu'on effectue des transfusions massives de globules rouges et qu'on oublie de transfuser aussi du plasma, des plaquettes et des cryoprécipités. Donc, ça va entraîner des symptômes hémorragiques,
il va y avoir tout simplement un effet de dilution, trop de globules rouges pour le nombre de protéines, de facteurs de coagulation et de plaquettes présents dans le système du patient. Donc, la façon d'éviter ce type de réaction, c'est de respecter le protocole de transfusion massive en alternant culoglobulaire, plasma, plaquettes, cryoprécipité lorsqu'on a transfusé un certain nombre de culoglobulaires. Et finalement, l'embolie va être causée par le passage de microagrégats ou de bulles d'air lors de la transfusion. Ça peut être très grave. On peut entraîner une embolie pulmonaire qui va se traduire par une insuffisance cardio-respiratoire et des grosses douleurs thoraciques. Une façon d'éviter ça, c'est d'utiliser des filtres à microagrégats pour effectuer la transfusion et aussi de faire des vérifications visuelles régulières de la tubulure pour s'assurer qu'il n'y a pas de bulles d'air. Alors, ça termine les réactions transfusionnelles aiguës. Je vous invite maintenant à visionner la dernière capsule sur les réactions transfusionnelles retardées.